Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans Histoire de ma vie, voici une scène que raconte George Sand à l'époque de l'événement qu'elle raconte. Elle a 28 ans. J'étais au jardin du Luxembourg avec Solange, c'est sa fille, vers la fin de la journée. Elle jouait sur le sable, je la regardais, assise derrière le large socle d'une statue. Je savais bien qu'une grande agitation devait gronder dans Paris, mais je ne croyais pas qu'elle dût sitôt gagner mon quartier. Absorbé, je ne vis pas que les promeneurs s'étaient rapidement écoulés. J'entendis battre la charge, et emportant ma fille, je me vis seul de mon sexe avec elle dans cet immense jardin, tandis qu'un cordon de troupes au pas de course traversait d'une grille à l'autre. Je repris le chemin de ma mansarde au milieu d'une grande confusion et cherchant les petites rues pour n'être pas renversé par les flots de curieux qui, après s'être groupés, pressés sur un point, se précipitaient et s'écrasaient, emportés par une soudaine panique. À chaque pas, on rencontrait des gens effarés qui vous criaient « N'avancez pas! Retournez, retournez! La troupe arrive! On tire sur tout le monde !» Cet événement dont elle est témoin à l'âge de 28 ans, George Sand, c'est l'insurrection républicaine. On est sous le règne de Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, insurrection de juin 1832. On avait parlé de ça dans l'émission sur Les Misérables de Victor Hugo. George Sand se réfugie donc dans le petit appartement qu'elle occupe, vous l'aurez compris. Elle est quai Saint-Michel. Elle est curieuse quand même, ça l'intéresse, ça lui fait peur aussi. Elle entend la troupe qui charge les manifestants. Je passais une partie de la nuit sur le balcon à tâcher de saisir et de comprendre l'action à travers les ténèbres. Pendant quelques jours, les abords de la place et du quai Saint-Michel conservèrent de larges taches de sang et de la morgue encombrée de cadavres dont les têtes superposées faisaient devant les fenêtres comme un massif de hideuse maçonnerie, suinta un ruisseau rouge qui s'en allait lentement sous les arches sans se mêler aux eaux du fleuve. L'eau était si fétide, ajoute George Sand, et j'avais été si navré, autant je l'avoue devant les pauvres soldats expirants que devant les fiers prisonniers, que je ne pus rien manger pendant 15 jours. Elle est révulsée, George Sand. Elle n'en revient pas de la violence avec laquelle le régime vient réprimer ces assauts, ces sursauts républicains. Elle est aussi, disons les choses, choquée par la violence des insurgés eux-mêmes. Elle est républicaine, ça c'est incontestable, mais il y a une chose dont elle a horreur, c'est l'insurrection. Voilà, fixé d'emblée, posé d'emblée, tout le paradoxe de George Sand. Franck Ferrand sur Radio Classique. En juin 1932, Aurore Dupin, parce qu'il faut l'appeler par son nom, est en pleine émancipation personnelle. Elle vient tout juste de fuir sa province, son Indre, son château de Nohant, son mari, le baron du Devant, pour venir vivre à Paris avec celui qui est son amant, le jeune Jules Sandeau. Elle vient surtout de publier son premier roman signé George Sand, c'est Indiana, roman qui confirme ce style assez étonnant, très alerte, son goût pour l'intrigue psychologique et puis sa passion des femmes rebelles, comme elle. Par une soirée d'automne pluvieuse et fraîche, écrit-elle, 3 personnes rêveuses étaient gravement occupées au fond d'un petit castel de la Brie à regarder brûler les tisons du foyer et cheminer lentement l'aiguille de la pendule. On est loin de la Révolution là. Mais elle souligne dans Indiana, en France particulièrement, les mots ont plus d'empire que les idées. Je dirais que les uns et les autres se suivent et s'épousent. Les origines de George Sand expliquent sans doute ses opinions républicaines modérées. Son père était général d'Empire, c'était un aristocrate rallié donc à Bonaparte. Sa mère était en revanche ouvrière à Paris. « Je suis la fille d'un patricien et d'une bohémienne », dira-t-elle. « Je serai avec l'esclave et avec la bohémienne et non avec les rois et leurs suppôts. » Les écrits de George Sand à cette époque sont empreints de toutes les grandes idées du temps. Le saint-simonisme d'abord, avant tout, qui est en train de s'imposer dans la société. Une forme de catholicisme social aussi, si vous voulez. Dans la revue Hypermédia, à l'occasion de la parution des textes politiques de George Sand en 1997, voici ce qu'écrivait Michel Perrault. Je la cite.
Sur ce pacte fondamental, elle ne variera pas. Elle a une vive conscience d'une injustice sociale qu'elle a pu constater dans sa propre famille, d'où l'importance qu'elle attache à l'égalité, plus même qu'à la liberté, que pourtant elle ne cessera de revaloriser. Sand cherchait l'accomplissement d'elle-même dans une symbiose des deux côtés dont elle était issue. C'est très intéressant du point de vue de l'histoire de France. Elle est l'incarnation même, finalement, de cette synthèse à la recherche de laquelle est parti l'ensemble du XIXe siècle. George Sand va déborder d'activité à Paris. Elle est liée, vous savez, aux écrivains du moment, à Balzac, à Sainte-Beuve. Elle est la maîtresse de Vigny et de Musset, ce que j'ai besoin de vous le rappeler. Ses écrits étonnent. Elle est la femme brillante, étonnante. Elle est toujours mariée à l'époque et son mari, qui jouit de sa fortune à elle, refuse la séparation de corps et de biens. On peut le comprendre. Il y a un ami de George Sand qui lui présente un talentueux avocat de Bourges, qu'on appelle d'ailleurs Michel de Bourges, et il va défendre devant les juges sa demande de séparation, parce que quand même elle n'en peut plus que du devant vive à ses crochets. Mais aussi, comme presque à chaque fois qu'il y a un homme qui entre dans la vie de George Sand, il devient son amant. Elle est fascinée par l'intelligence de Michel de Bourges, qui est socialiste. Le terme vient tout juste d'être inventé à l'époque. Elle découvre donc ces espèces d'idées nouvelles dont jusqu'alors elle n'avait même pas eu le pressentiment. Fin 1835, le ténor du barreau va plaider dans un grand procès politique. Il va défendre à Paris, devant la Chambre des Pairs, si vous voulez, devant la Chambre haute, les insurgés d'avril 1834. Parce qu'en avril 34, il y a eu de nouvelles émeutes en réponse à la censure de la presse. George Sand vient voir plaider Michel. Elle se déguise pour cela en homme, pour se glisser dans l'assistance. Elle rencontre les autres avocats, notamment Ledru-Rollin, les témoins comme Barbès. Tous ces gens-là font figure de, d'égérie du parti républicain. Et voilà comment, en ce milieu des années 1830, la jeune femme de Nohant, un petit peu aristocrate et un petit peu roturière, un peu à mi-chemin des deux, voilà comment elle va rejoindre ces milieux républicains et même socialistes parisiens. Elle possède une arme pour soutenir la cause de tous ces gens. Son arme, vous la connaissez, c'est la plume, évidemment. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris que jusqu'alors, George Sand avait créé des personnages de femmes qui étaient plutôt en lutte pour leur liberté. Blanche, Valentine, Lélia, etc. Maintenant, elle ajoute à sa galerie des ouvriers, des paysans, des militants. Et son roman, Le Compagnon du Tour de France, raconte l'histoire d'un menuisier. Dans la préface, elle écrit « Un ouvrier est un homme tout pareil à un autre homme. Il n'est pas nécessaire d'avoir été reçu bachelier pour être aussi instruit que tous les bacheliers du monde. » Bon, ce livre-là va être un échec. George Sand reçoit des critiques de tous les bords. Même Balzac se moque. Le compagnon du Tour de France l'a tué, dit-il. George Sand va chercher une ligne qui est un petit peu à mi-chemin entre la littérature et la politique. Un roman n'est pas un traité, reconnaît-elle. Et c'est peut-être en oubliant la politique qu'elle écrit un de ses chefs-d'œuvre, La Mare au diable. Ce roman champêtre, tout à fait grave, élégant, très épuré, quelque chose d'étonnant. Non sans quelques piques sociales, tout de même. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. Tout est dit. Entre-temps, George Sand a obtenu du tribunal cette fameuse séparation de corps et de biens qu'elle attendait, séparation avec son mari, elle a récupéré donc sa fortune, son château de Nohant dans l'Indre, son fils Maurice également. Elle va développer cette vie profuse, extraordinaire, vie amoureuse, littéraire, politique, tout ça avec la même passion et la même liberté. Bon, c'est le moment où elle rencontre Chopin, bien entendu. Elle va fréquenter des socialistes comme Pierre Leroux, Arago, Étienne Arago, Louis Blanc. Elle crée un journal d'opposition qui s'appelle L'Éclaireur de l'Indre. Elle écrit sous le pseudonyme de Blaise Bonin pour se faire passer pour un paysan berrichon qui s'adresserait aux autres paysans. Je ne sais pas comment ça s'est emmanché, mais avec l'Empire, avec la Restauration et encore plus avec la Nouvelle Révolution, on parle de celle de 1830, voilà que la féodalité, la dîme, le servage et jusqu'à la corvée, tout ça nous est retombé sur le corps, écrit-elle en faisant semblant d'être ce paysan berrichon.
Début 48, alors là les choses se précisent. Elle a 44 ans à l'époque, George Sand. Chopin vient de la quitter, elle est rentrée à Nohant, pas pour très longtemps parce que vous avez les fameuses émeutes de février 48, cette révolution qui éclate. Le roi Louis-Philippe obligé de s'en aller dans un brougham, vous savez. Lamartine qui va proclamer la Deuxième République. Le gouvernement provisoire abolit la peine de mort pour délit politique, abolit l'esclavage, la censure, instaure le suffrage universel, masculin bien sûr, avant des élections qui sont fixées pour le printemps, pour avril 48. Vous imaginez bien que dans ce nouveau régime, George Sand a toute sa place depuis le temps qu'elle militait pour une république démocratique et sociale. La voilà qui se précipite à Paris, bien sûr. Elle prend un petit appartement rue de Condé où elle reçoit ses amis Barbès, Blanc, Arago. Elle écrit à son cousin René de Villeneuve, je la cite: « Nous nous lançons dans l'inconnu avec foi et espérance. Cette République ne répétera pas les fautes et les égarements de 1793. Je suis venu m'assurer de tout cela par mes yeux. » Et elle reste, c'est vrai, vigilante. Elle se méfie notamment de l'infâme Blanqui, qui ne jure que par l'insurrection. Elle écrira aussi « Je ne peux me rattacher à aucune des formes de communisme actuelles, puisqu'elles sont toutes assez dictatoriales. » Elle reste lucide, George Sand. Le gouvernement provisoire va faire appel à sa plume. Le ministre de l'Instruction publique, à l'époque c'est Hippolyte Carnot, lui demande de rédiger des brochures populaires. Ça va être la parole de Blaise Bonin aux citoyens, toujours ce fameux Berrichon, là, ce paysan qu'elle a inventé. Elle en appelle à la modération, à la solidarité entre ouvriers des villes et paysans, les deux hommes du même sang et du même cœur, dit-elle. Arago va lui demander d'écrire des pièces de théâtre édifiantes pour le peuple. Elle crée un nouveau journal républicain qui s'appelle La Cause du peuple, justement, et Ledru-Rollin, à l'intérieur, lui confie les éditoriaux du bulletin officiel de la République. Le 15 avril, elle laisse entendre dans son éditorial du bulletin que si le résultat des élections était trop favorable aux conservateurs, peut-être faudrait-il les ajourner. Bon, ça, on doit pouvoir considérer ça comme un faux pas. Alors, vous imaginez le tollé à droite et chez les républicains modérés, d'ailleurs aussi. Son travail, pour autant, ne se limite pas à la propagande. Elle rédige des circulaires pour l'intérieur, pour l'instruction, tout un travail de l'ombre, si vous voulez. Elle écrit à son fils, à Maurice, « Me voilà occupée comme un homme d'État. » C'est une femme d'État, en vérité, à une époque où les femmes n'ont pas la pleine citoyenneté. Il y a une femme étonnante, Eugénie Niboyer, saint-simonienne, parmi toutes, qui l'incite à se présenter aux élections. Alors là, Sand refuse. Pourquoi ? La femme étant sous la tutelle de l'homme par le mariage, il est absolument impossible qu'elle présente des garanties d'indépendance politique, dit-elle. Étonnant ça de la part de George Sand, pour qui la priorité c'est la réforme du code civil. Il faut, dit-elle, accorder aux femmes l'émancipation. Et ensuite, alors là on pourra parler d'autre chose, et notamment du droit de vote. George Sand est à l'hôtel de ville le 28 avril 48 quand les résultats sont proclamés. Elle est soulagée, puisque les républicains l'emportent, vous savez. Mais les républicains modérés, puisque les radicaux craignant que la révolution leur échappe vont tenter un coup de force. On est le 15 mai, c'est la prise de l'Assemblée nationale. Sand est consternée par cette déplorable folie, dit-elle, et elle n'a pas de mots assez durs. Et elle a raison, Blanqui, Raspail sont sur le champ arrêtés, jetés en prison, mais aussi Barbès, ce saint républicain, disait-elle. Bref, toute la gauche est décapitée, et George Sand est découragée. Là, elle décide d'aller se mettre au vert, Elle rentre à Nohant. Elle a du flair puisque, en juin 48, vous savez que ce sont les nouvelles insurrections, bien sûr, et le chef du gouvernement, Cavaignac, le général Cavaignac, va envoyer la troupe. Ce seront, c'est toute l'affaire des ateliers nationaux, 5000 tués, des milliers de gens arrêtés, des centaines de déportations en Algérie et aux élections présidentielles de la fin de l'année, en décembre 48. Les électeurs, notamment les électeurs ruraux du reste de la France, apeurés par ce qui se passe à Paris, vont élire le prince Louis-Napoléon Bonaparte. C'est lui qui devient président de la République. 3 ans plus tard, vous savez ce qu'il en fera. Il enterrera la République et George Sand écrit dans son journal « Je regarde l'esprit de réaction comme l'aveugle fatalité qu'il faut vaincre par le temps et par la patience. » Toujours de la douceur chez George Sand. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est toujours engagée, si vous voulez, George Sand, dans ce combat de l'époque, mais elle est de loin, dans sa province, tranquille. Dans la préface de La Petite Fadette, elle écrit «
C'est à la suite des néfastes journées de juin 48 que, troublé, navré jusqu'au fond de l'âme par les orages extérieurs, je m'efforçais de retrouver dans la solitude, sinon le calme, du moins la foi. Et elle va multiplier les démarches auprès du régime pour faire libérer ses amis. Elle rencontre d'ailleurs Napoléon III qui va gracier Barbès en 1854, à condition qu'il quitte la France quand même. La peur ne guérit pas l'égoïsme, elle l'augmente, écrivait George Sand dans La Mare au diable. C'est beau ça, la peur ne guérit pas l'égoïsme, elle l'augmente. Après le fiasco de cette République, elle est encore plus persuadée qu'il faut maintenant éclairer les esprits par le roman, le spectacle, le journal, l'éducation qui est le chemin vers le suffrage universel. Voilà son nouveau credo. Qui sait, écrit-elle dans Histoire de ma vie, le temps marche vite et après tout l'humanité n'est pas différente de moi, c'est-à-dire qu'elle se décourage et se ranime avec une grande facilité. Cette femme-là ne perd jamais espoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et elle va soutenir discrètement l'opposition républicaine autour de Napoléon Gérôme, qui devient son ami, le prince Bonaparte. Elle reprend sa veine un peu ouvriériste, par exemple avec ce roman qu'on a oublié, un roman de 1861 qui s'appelle La Ville Noire, où un ouvrier coutelier de la ville de Thiers, il s'appelle Gaucher, a l'intention de quitter la vallée industrielle nommée l'Enfer pour devenir patron. Eh bien, pourquoi donc pas, reprit Gaucher, je cite le roman. Un peu de raison au bout de la tâche et l'ouvrier peut devenir un gros bourgeois. Regarde là, au-dessus de nos têtes, sur la terrasse de la montagne, ces jolies rues à escaliers, ces promenades d'où l'on voit 50 lieues d'horizon, ces murailles blanches et roses, ces jardins en fleurs treillagés de vert. Tout cela est sorti du gouffre où nous voici attelés du matin au soir, qui a une roue ou a une pince, qui a une barre de fer ou a un marteau. Tous ces gens riches qui, de là-haut, nous regardent suer en lisant leurs journaux ou en taillant leurs rosiers, sont ou d'anciens camarades, ou les enfants d'anciens maîtres ouvriers qui ont bien gagné ce qu'ils ont et qui ne méprisent pas nos figures barbouillées et nos tabliers de cuir. Nous pouvons leur porter envie sans les haïr, puisqu'il dépend de nous, ou du moins de quelques-uns de nous, de monter où ils sont montés eux-mêmes. Regarde, il n'y a pas loin. Ben voilà le programme social lancé par George Sand. C'est plus le socialisme là, c'est plutôt une sorte de république du mérite, une république sage. Certains diraient que c'est plus tout à fait une république. En tout cas, c'est la vision qu'elle aura et qu'elle va défendre. Elle vivra assez longtemps, George Sand, jusqu'en 1876, à 72 ans, pour assister à l'avènement de la Troisième République. Et la bonne dame de Nohant écrira à ce moment-là au prince Napoléon Gérôme « La République proclamée sans effusion de sang est un grand pas dans l'histoire des idées. » Vous écoutez Radio Classique.